Voilà, commençons. Nous allons vous expliquer ce que nous allons faire. Bienvenue encore à cette série sur TA clinique COVID-19. Ceci donc est sponsorisé par STAR et initiative en faveur de la distribution d'oxygène. Dans l'heure à venir, nous allons présenter quelques considérations par rapport donc à la livraison de l'oxygène. Il y aura 2 intervenants suivis de questions-réponses des intervenants. Je vais présenter les intervenants dans quelques instants, mais avant de commencer, j'aimerais passer la parole au docteur George Stibery qui travaille auprès d'USAID. Merci beaucoup, docteur Lipnik. Voilà, bienvenue à tout le monde. Je sais que ceci sera encore un webinaire formidable dans cette série. Et merci au docteur Lipnik et aux intervenants aujourd'hui d'avoir animé cette session, d'avoir mis cette session dans plusieurs langues. Et merci de votre réactivité par rapport donc aux activités et des points importants dans la prise en charge de patients atteints de COVID-19. Merci beaucoup. Je vous demande de reprendre, docteur Lipnik. Merci beaucoup. Avant de commencer ce matin, j'aimerais avertir tout le monde que nous allons faire un enregistrement de cette session. Les informations présentées ici par les intervenants et pendant la question-réponse ne constituent pas des conseils médicaux. Ceci donc est une session éducative. Les données sur la gestion de patients atteints de COVID-19 évolue beaucoup. Donc, comme le docteur a dit, ceci est enregistré et transmis en anglais, espagnol et français. Vous pouvez choisir votre langue en bas de votre écran. Vous voyez la possibilité donc de choisir votre langue. Restez donc microphone coupé pendant la session, mais vous allez pouvoir poser vos questions en choisissant la fonction Q et A. Nous allons donc ramasser les questions après la fin des interventions. Alors donc, ces sessions sont les 2e et 4e mardis chaque mois. Si vous avez d'autres sujets à proposer, vous pouvez me les envoyer ou les envoyer à Lauren Wall. Vous voyez nos mails. Et puis, le programme sera donc disponible sur le portail Open Critical Care. Voilà les outils dont on va faire référence pendant l'intervention aujourd'hui. Et il y a quelques papiers qui seront mentionnés, qui sont également affichés dans le portail, dans la bibliothèque de recherche. Les intervenants aujourd'hui seront le docteur Tim Baker. Alors lui est un médecin en soins critiques basé à Dar es Salaam en Tanzanie, membre de l'université Muhimbili et membre aussi de l'Institut Karolinska. Et il est aussi donc membre de l'Académie au Royaume-Uni. Il travaille sur les services de santé, la fourniture de bons soins à des patients qui sont dans des situations de disponibilité limitée. Il travaille aussi chez UNICEF ou la Banque mondiale. Il fait partie aussi du groupe de conseil STAR. C'est un plaisir aussi de vous présenter Raphaël Kazidoulé. C'est un infirmier en soins critiques à Blantyre au Malawi. Il forme des infirmiers et il est le chef du groupe Life Foundation. Il fait des recherches sur donc les soins intensifs et fin de vie. C'est aussi un étudiant en épidémiologie dans l'université ou la faculté de médecine à Blantyre. Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Robert Neighbor. C'est un ingénieur dans l'institution de génie et technologie. Il a passé beaucoup de temps dans sa carrière dans des pays aux revenus modestes pour l'installation de l'équipement dans le domaine médical. Il a formé les gens dans l'utilisation, l'entretien
de l'équipement et aussi la conception de l'équipement apte à être utilisé dans des situations de conflit ou des situations dures. Il a été récompensé de son service dans le domaine de l'anesthésiologie. Donc, sans plus tarder, je passe maintenant la parole au Dr Tim Baker, Ralph Cassidoulé aussi, pour leur exposé. Merci beaucoup, Dr Lipnik, pour cette introduction. Voilà, nous allons donc afficher nos diapositives. Merci de votre invitation dans cette session aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Aujourd'hui, Raph et moi, nous allons présenter pendant 40 minutes à peu près l'optimisation de l'impact de l'augmentation de la disponibilité des services d'oxygène et comment nous allons fournir des thérapies efficaces d'oxygène pour les patients et les autres soins dont on a besoin souvent. Il s'agit, n'est-ce pas, de soins critiques et d'urgence. Voilà donc le programme. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est l'augmentation de disponibilité d'oxygène, l'efficacité de la thérapie d'oxygène. Nous allons parler de la sévérité des patients dont on parle et nous allons aussi parler des soins de ces patients au-delà de l'oxygène. Voilà donc les messages clés que nous allons présenter. Il s'agit, n'est-ce pas, de comprendre les concepts autour de l'augmentation de l'oxygène dans le monde est tellement crucial pour répondre à la pandémie COVID-19, mais pour d'autres maladies aussi, et tous les soins donc, qui sont considérés essentiels. L'oxygène est toujours crucial. L'oxygène est un système compliqué. Il faudrait assurer que nos systèmes reçoivent l'oxygène jusqu'aux narines des patients dans les voies respiratoires. Donc, c'est la fin, n'est-ce pas, de cette fourniture d'oxygène. Donc, c'est une chose clé dont les patients sévères et critiques ont besoin. Et il faudrait fournir l'oxygène aux bons patients au bon moment et de la bonne façon pour optimiser l'impact. Au-delà de l'oxygène, il y a d'autres soins essentiels pour les patients critiques qu'il faudrait aussi fournir si nous voulons augmenter l'impact de l'oxygène pour sauver beaucoup de vies à travers le monde. Voilà donc ce dont on va parler. Commençons par l'augmentation de la disponibilité. Alors, nous savons que pendant la pandémie, il y a eu quand même beaucoup de patients très malades, beaucoup de mortalité, surtout dû aux problèmes de respiration. Mais les patients souffrent aussi d'autres problèmes et de conséquences, n'est-ce pas, dus au virus. Les problèmes de respiration mènent à l'hypoxie et l'insuffisance respiratoire. Les thérapies primaires connues sont l'oxygène et la ventilation mécanique. La ventilation mécanique a été discutée très tôt dans la réponse à la pandémie. Nous avons mis beaucoup l'accent là-dessus et c'est une thérapie qui peut sauver la vie de beaucoup de patients avec des maladies critiques. Je suis médecin en soins intensifs et j'ai vu les effets positifs de ventilation mécanique. C'est une thérapie excellente. Cependant, il faut comprendre que c'est une intervention très compliquée. Il faut tout un système autour. C'est très sophistiqué. Ainsi, si on voudrait l'efficacité pour éviter les maux sérieux à éviter, n'est-ce pas, il faudrait des spécialistes bien formés, utilisant des routines bien comprises, bien établies. Il faudrait une fourniture d'oxygène fiable et ample, et ceci fonctionne dans le contexte d'un
services de soins intensifs efficaces. Donc, il faudrait soutenir la circulation, soulagement de douleur, nutrition, alimentation. Il faudrait l'équipement, par exemple, les seringues, les pompes d'infusion. Et donc, au début de la pandémie, j'étais frappé par l'atmosphère où on pensait que voilà, donc il faut fournir les machines et on va sauver les vies. Mais il faut comprendre que ceci ne fonctionne pas comme ça. La machine exige beaucoup d'autres choses autour. Alors, nous voyons que les soins intensifs, dont la ventilation mécanique, est chère. Il y a quelques rapports, quand on essaie de calculer les coûts, plus de 2 000 $ en Inde, plus de 6 000 en Afrique du Sud. Ces chiffres doivent être donc calculés selon les dépenses possibles dans les pays. Plusieurs pays ne dépensent que 40 $ par personne par an pour les soins de santé. Dans certains pays, voilà donc les calculs. Donc, par rapport aux pays revenus plus riches, n'est-ce pas? Nous avons donc une moyenne de plus de presque 3 000 $. Donc, il y a des pays où il n'y a que 40 $. C'est difficile à justifier l'utilisation de cet équipement. Il faudrait aussi des ressources humaines très intensives. L'effectif est tellement important, n'est-ce pas? Parfois, en soins intensifs, il faut un infirmier pour un patient. Donc, si vous ne donnez que de l'oxygène, des soins basiques, n'est-ce pas? Vous pouvez donc avoir un infirmier pour 6 patients, même 20. Donc, il y a très peu de docteurs et très peu d'infirmiers qui sont formés en soins intensifs dans certains pays, dont le Malawi. Dans le pays entier, il n'y a que 5 spécialistes en anesthésiologie. Voilà, donc ce que nous avons vu, mettons tout ensemble, malheureusement, c'est que les résultats sont assez pauvres dans les soins intensifs. Les taux de mortalité pour les patients recevant de la ventilation mécanique, il y a 50% de mortalité. Donc, c'est une thérapie difficile où il y a donc souvent de mauvais résultats. Alors, les pays, donc, normalement, avaient très peu de lits dans les services de soins intensifs. Normalement, ceci se trouve à l'hôpital universitaire, quelques hôpitaux privés dans la capitale. Si on regarde le Kenya, par exemple, avant la pandémie, il y avait 256 lits en soins intensifs pour une population de 53 millions. Et le Malawi n'avait que 25. Par rapport à l'Angleterre, il y avait 404 000, Allemagne, où il y a donc le montant le plus dense dans le monde, il y a 28 000 lits dans les services de soins intensifs pour une population de 83 millions. Donc, il y a des différences énormes, n'est-ce pas? Donc, une solution pour un pays ne pourrait peut-être pas être traduite dans une autre situation, un autre contexte. Alors, l'oxygène, n'est-ce pas, est nécessaire pour la ventilation mécanique. Donc, si on adopte la stratégie de ventilation mécanique, il y a beaucoup d'oxygène, il y a un gaz nécessaire. Normalement, c'est un oxygène sous haute pression pour que ça marche et aussi donc l'oxygène comme thérapie pour le patient. Donc, la ventilation mécanique avec de l'air n'est pas considérée une bonne thérapie. Donc, on a besoin d'oxygène. Et le traitement, donc, si on n'a pas de ventilation mécanique, c'est l'oxygène et les taux de flux sont très intéressants. Si on traite le patient tout simplement avec l'oxygène, on a besoin de fournir avec jusqu'à 15 litres par minute. On regarde quelques études. Maintenant, pour quantifier avec plus de justesse, c'est entre 3 et 10 litres par minute pour les patients recevant l'oxygène. Mais si nous allons ventiler mécaniquement ou si on va utiliser ces thérapies intermédiaires qui reçoivent beaucoup d'intentions, comme l'oxygène au flux nasal ou bien CPAP, on a besoin de flux très élevés, 15 à 60 litres par minute. Alors, pour vous présenter donc l'augmentation de disponibilité d'oxygène, ce qu'on considère primaire, c'est la production d'oxygène. Il faudrait que l'oxygène soit présente, n'est-ce pas? C'est essentiel. Il y a de différentes façons de créer ou de produire de l'oxygène, plus d'oxygène.
dont, comme on voit dans la photo, c'est en forme liquide, n'est-ce pas? Des installations qui produisent beaucoup d'oxygène qu'on peut transporter à travers le pays. Une méthode alternative, c'est l'utilisation de l'installation PS1 à moindre échelle à côté des hôpitaux, fournissant de l'oxygène par tube à travers l'hôpital. Donc, ces deux types d'installations remplissent des cylindres qu'on peut transporter dans l'hôpital ou bien autour du pays, dans d'autres installations qui ne produisent pas leur propre oxygène. Dernière méthode, c'est le concentrateur. On peut séparer l'oxygène de l'air pour donc l'administrer à un seul patient à la fois. Donc, l'augmentation de disponibilité d'oxygène a le potentiel d'un grand impact pendant la pandémie. Il faudrait aussi imaginer que ceci pourrait bénéficier beaucoup d'autres conditions, la pneumonie chez les enfants, des conditions maternelles. Les mères très malades en ont besoin, des accidents de circulation, de traumatismes, des infections et puis des maladies non communicables. Ces malades ont aussi besoin d'oxygène. Donc, si on a une production améliorée et fourniture améliorée à travers le monde, on pourrait avoir des résultats très positifs suite à cette horrible pandémie. C'est peut-être si vous voulez, l'héritage, n'est-ce pas, de cette pandémie désastreuse. Alors donc, Raph, à vous. Merci, Tim. Je vais vous expliquer comment livrer la thérapie d'oxygène. Voilà, donc l'essentiel, c'est que l'oxygène doit aller jusqu'aux narines du patient pour être efficace, pour que les patients arrivent jusqu'à ce résultat. Nous pouvons imaginer donc la progression. On passe par des étapes différentes. On va de la production jusqu'à l'administration à l'hôpital ou au système de l'hôpital, jusqu'au service où se trouve le patient. Donc, il y a aussi le membre de l'effectif qui l'administre et puis le patient qui doit le recevoir. Voilà donc le processus. Le producteur est souvent donc rare, n'est-ce pas? Il y a plusieurs défis par rapport à la production. Quelques pays ont très peu de producteurs au centre de distribution dans le pays. Au Malawi, par exemple, la Fox au Malawi n'a que 2 centres pour la génération d'oxygène. Et la vitesse de la production pour adresser la demande est un problème, n'est-ce pas? Nous avons eu des défis où la production était minime. Donc, la possibilité de générer l'oxygène ne correspondait qu'à 3% des litres nécessaires. Donc, il y a quand même énormément de manque, n'est-ce pas? Il y a des systèmes de santé qui sont très éloignés de la disponibilité de l'oxygène et les méthodes de transport causaient des retards importants. Il y a aussi donc le problème de prix. Donc, il y a des contextes où les ressources sont très limitées et les prix sont très élevés par rapport à d'autres pays pour avoir un litre d'oxygène. Donc, les coûts de transport sont considérés, les impôts sont considérés dans le prix, n'est-ce pas, pour l'oxygène dans ce pays. Le système d'achat, si les installations peuvent utiliser l'oxygène d'un producteur sans payer, ce serait bien. Hein. On pourrait peut-être payer plus tard parce qu'on a besoin d'oxygène immédiatement, mais on n'a pas les moyens. Pour l'administration de l'hôpital, les systèmes d'achat sont très lents. Donc, quelques hôpitaux ont besoin de vraiment beaucoup de signatures pour pouvoir acheter l'oxygène. Ceci réduit la vitesse d'acquisition d'oxygène. Il y a très peu de sensibilisation par rapport à l'importance de l'oxygène. Si vous demandez aux administrateurs qu'est-ce qui est important dans le traitement, rarement est-ce qu'ils mentionnent l'oxygène
comme traitement important. Et il y a des hôpitaux où il y a donc l'électricité coupée. Et il y a dans ce rapport donc 6 hôpitaux seulement qui ont une fourniture électrique continue. Il y a aussi très peu de fonds dédiés à la procuration d'oxygène. Donc, il y a peu d'investissements dans la fourniture durable d'oxygène et les systèmes de livraison. Donc, ce manque de système durable et aussi le problème d'entretien, n'est-ce pas? Il y a plusieurs concentrateurs d'oxygène qui ne fonctionnent pas dans un pays particulier où il n'y a pas eu d'entretien depuis longtemps. Donc, au niveau du service, recevant le patient, on voit la pratique où l'oxygène ne fait pas partie des traitements de stock routine. Donc, normalement, les services doivent avoir des stocks, des médicaments disponibles. Les drogues sont restockées, mais l'oxygène, non. Donc, il y a des insuffisances de fourniture d'oxygène, surtout pour les cylindres. Il y a donc manque d'équipement, par exemple les oxymètres de boule. Donc, c'est un grand défi. Il faut identifier les patients qui ont besoin d'oxygène. Ceci est un problème. Il y a donc au Malawi un oxymètre de poule par 54 lits. Donc, vous voyez, l'écart est quand même énorme. Il faudrait 208 de plus parce que 123 il n'y avait que 123 disponibles. Il y avait un manque aussi de concentrateurs fonctionnels. Il y en a qui ne fonctionnent pas. Ceux qui sont fonctionnels ne peuvent pas livrer la qualité nécessaire d'oxygène. Donc, on va donc estimer la qualité de tous les concentrateurs pour faire un rapport plus tard. Donc, il y a un manque de consommables aussi. Alors, au Malawi, 37% seulement étaient disponibles. Donc, il y avait un écart par rapport donc à la disponibilité de dispositifs pour l'administration de l'oxygène. Donc, en regardant les fournisseurs de soins, il faut comprendre leur savoir, leurs compétences et ce qui est exigé pour identifier l'hypoxie et la maladie critique, parce que sans cette identification, le spécialiste ne va pas intervenir dans la condition du malade. Le spécialiste doit aussi pouvoir évaluer les besoins d'oxygène pour savoir quel type d'équipement utiliser pour administrer effectivement l'oxygène. Si on a besoin de plus de 10 litres d'oxygène, il ne faut pas, enfin, il faudrait donc un masque pour l'administrer. Donc, pour ceci, on regarde les routines de soins, n'est-ce pas, pour adresser les écarts par rapport au savoir et aux compétences. On peut comprendre ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas toujours, n'est-ce pas? Donc, il faudrait adresser ce problème avec des formations très pratiques où on demande aux gens de faire ce qu'ils savent faire. Et voilà, donc il faudrait aussi introduire des lignes directrices, des protocoles plus faciles à suivre. C'est comme nous avons fait en Tanzanie. On a vu quelques améliorations dans la gestion des patients dans les soins intensifs, avec aussi la gestion d'autres aspects de maladies critiques. Et voilà, donc on va en parler, n'est-ce pas, par rapport donc à l'introduction de l'oxygène. Alors, ceci est un algorithme développé par USAID, développé au début de la pandémie pour les contextes de ressources limitées. Ce que nous voyons ici, c'est qu'on a besoin de thérapie d'oxygène pratique, c'est-à-dire qu'on peut introduire. Il faudrait aussi prioriser les infections parmi les membres de l'effectif. Donc, je vais mettre l'accent sur cette question d'oxygène. Quand on a un patient atteint de COVID, il faudrait évaluer pour les signes et symptômes. Il faudrait aussi évaluer la saturation d'oxygène. Si c'est moins que 90%, on initie l'oxygène, n'est-ce pas, un adulte ou un enfant. Il faudrait livrer l'oxygène par le dispositif correct selon l'âge du patient. On apprend donc comment modifier le flux
on modifie les positions pour livrer l'oxygène de façon efficace aux patients. Et il faut gérer les dispositifs de livraison d'oxygène, n'est-ce pas? Si on a besoin de plus de litres, on va changer de dispositif. Si le masque ne fonctionne pas, on va changer en réservoir avec la quantité d'oxygène nécessaire. Donc, on regarde les données et on a vu quelques patients qui recevaient 15 litres d'oxygène avec un masque tout simple et nous allons partager quelques résultats un peu plus tard. Et le patient, n'est-ce pas, est ce que nous ciblons, n'est-ce pas? Nous voulons que le patient reçoive l'oxygène dont on a besoin, mais ce que nous avons vu, c'est que même au niveau du patient, nous identifions des défis aussi. Il y a des croyances religieuses et culturelles qui peuvent être un obstacle par rapport à l'introduction de l'oxygène. Il y a des influences de la famille, de la communauté et il y a des croyances. Les patients peuvent refuser l'oxygène, même s'il y a donc une détresse immédiate, parce qu'on croit que l'oxygène peut être nuisible ou même provoquer la mort. Donc, il y a des croyances qui peuvent être un obstacle par rapport à l'introduction de l'oxygène. Il faudrait adresser certains mythes, n'est-ce pas, pour mieux traiter les patients. Donc, pour que l'oxygène soit efficacement administré, il faut considérer tous les obstacles dans la progression. Et l'oxygène que nous allons générer ne va pas fonctionner si l'oxygène ne va pas jusqu'au poumon du patient au bon moment et au bon montant. Voilà, je pense que c'était ma dernière diapositive. Merci beaucoup, Raph. Si nous continuons à considérer les différents patients, on parle des patients sévères et critiques, pyramide classique qu'on a vu développer au début de la pandémie, c'est qu'on utilise toujours. Il y a quelques recherches qui les mettent en question, mais nous voyons donc à peu près 15% des patients de COVID avec une maladie sévère et 5% donc de cas sont critiques. Ce sont des patients exigeant l'oxygène. Les patients donc avec une maladie légère, modérée, selon les définitions de l'OMS, n'ont pas besoin de thérapie d'oxygène. COVID a causé une augmentation énorme de ce genre de patients à cause de cette seule condition, cette seule maladie à travers le monde. Au début, on avait très peur, mais heureusement, donc ces chiffres ne sont pas manifestés, notamment en Afrique, mais on avait imaginé qu'1% de la population allait avoir besoin d'oxygène. Voilà, donc c'est ce qu'on avait prévu. Alors, donc les chiffres sont moins, mais c'est quand même critique, n'est-ce pas, de donner des soins de bonne qualité, sinon les gens vont mourir. Donc, pour moi, ces patients doivent recevoir des soins critiques, n'est-ce pas? Si on a une maladie qui va mettre sa vie en danger, ce patient a besoin de soins critiques. Ce n'est peut-être pas le soin critique le plus avancé. Ceci va dépendre, n'est-ce pas, des ressources disponibles. Donc, j'aime diviser entre soins critiques essentiels, intermédiaires et avancés. N'oublions pas que le traitement contre hypoxie, un aspect n'a qu'un seul aspect. Les autres aspects sont nécessaires pour sauver la vie du patient. Donc, avant la pandémie, on a demandé de regarder cette exigence. Donc, il y a un besoin, n'est-ce pas, de priorité, d'établir des priorités pour soigner les patients. Donc, tout peut être donc compris dans ce ABC. Donc, les voies respiratoires doivent être dégagées. Il y a des problèmes de respiration, on a besoin d'oxygène et puis il y a un problème de circulation. Voilà, donc ce sont les choses à traiter. Donc, cette idée de EECC, c'est-à-dire donc des soins critiques essentiels. Et on part des aspects fondamentaux, triage, identification. Donc, c'est un problème grave à travers le monde.
Donc, on ne sait pas quels patients sont les patients critiquement malades. Et voilà, on ne peut pas toujours les repérer et voilà, on ne va pas donc fournir les soins ABC essentiels. Euh, il faut identifier ces patients lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, dans les services des hôpitaux. S'il y a un risque de détérioration, donc la façon la plus simple, c'est les signes vitaux, n'est-ce pas? On observe les patients tous les jours, chaque jour, plus souvent si un patient n'est pas stable. Il faut mettre l'accent sur l'identification d'hypoxie. Donc, je pense que l'oxymètre de poule est très important, n'est-ce pas? Ceci doit être augmenté à travers le monde pour pouvoir identifier ces patients rapidement et de façon efficace. Une fois identifiés, il faudrait fournir les ABC de soins essentiels. Alors, il faudrait stabiliser la voie respiratoire, la respiration et la circulation. Il faut continuer d'observer parce qu'un seul traitement n'est pas suffisant et parce que ces patients peuvent détériorer. Il faudrait contrôler la saturation d'oxygène pour modifier le soin qu'on fournit pour optimiser les traitements fournis. Donc, il faudrait imaginer donc les soins donc de manière holistique. C'est pas suffisant que un seul docteur prenne toutes les décisions. C'est un effort multidisciplinaire, surtout avec les soignants qui sont les plus proches aux patients, notamment les infirmiers. Il faudrait partager la charge du soin, n'est-ce pas? Tout le monde doit pouvoir identifier si un patient devient critique. Donc, les infirmiers qui soignent les patients doivent avoir ces compétences aussi. Alors, donc, pour le moment, malheureusement, il y a quand même beaucoup de manques. Si on revient donc à la situation au Malawi, on a fait une étude qui a démontré que parmi les 1000 patients, 45 avaient l'hypoxie, 5 seulement recevaient de l'oxygène. Donc, il y a un besoin non satisfait, presque 9 sur 10 ne reçoivent pas la thérapie d'oxygène. Pour le Malawi et le Kenya, la moitié des hôpitaux, des lits aux hôpitaux manquent de fourniture d'oxygène. Et puis, il y a donc des voies de respiration oropharyngiale ouvertes. 4% de l'obligation nécessaire n'est disponible dans le pays. Donc, il y a quand même beaucoup de manques par rapport aux choses de base. Donc, EECC est une façon de concevoir le besoin. Je ne vais pas présenter en grand détail, mais c'est pour vous dire que là, il s'agit des piliers d'identification et de soins. Il faut identifier le patient, il faut fournir le soin nécessaire. Pour le faire, les hôpitaux doivent être prêts. On a besoin de l'équipement, des ressources nécessaires et la pratique clinique doit être adéquate pour utiliser ces ressources de façon optimale. Si on donne tout ceci, vous allez voir dans le cadre, nous allons pouvoir stabiliser le patient pour améliorer sa chance de survie. Et ce que nous faisons, c'est une analyse euh, des, des bouchées. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un hôpital qui n'est pas prêt? Est-ce qu'il s'agit de formation qui n'est pas donc adéquate? Quels sont les problèmes par rapport à l'administration? Donc, pour l'identification, il y a la question du triage à l'arrivée à l'hôpital. Et une chose clé dont on ne parle pas beaucoup, c'est donc l'identification et l'étiquetage de patients critiquement malades pour que tout le monde soit au courant. On peut le faire verbalement, par exemple, dans une situation d'équipe. Si le patient identifié est critiquement malade, on peut donc tous, n'est-ce pas, être au courant. On peut aussi utiliser un système de couleurs. Il y a des patients rouges, orange, vert. Donc, les patients qui sont critiquement malades doivent être prioritisés. Donc, les malades critiques doivent avoir plus d'observation pour savoir donc comment évolue le patient. On utilise tous les signes vitaux pour faire ces observations. Sachez aussi les choses de base, n'est-ce pas, par rapport à la documentation et à la communication pour que toute l'équipe soit au courant de ce que nous faisons pour pouvoir suivre les tendances ou l'évolution des patients. Ceci est tellement important. Est-ce que le patient évolue mieux ou mal?
Alors, quand on regarde les signes de sévérité de la maladie dans des contextes avec des ressources limitées, est-ce que le patient peut marcher? Est-ce que le patient ne peut pas marcher sans aide? C'est un patient qui a un grand risque de mourir à l'hôpital. Est-ce que le patient peut parler en phrase complète? Il y a aussi donc les signes vitaux, la saturation d'oxygène. Mais malheureusement, ces signes ne sont pas donc établis dans les soins. Et quand on suit ces signes, il n'y a peut-être pas l'action. Donc, il faut des protocoles clairs et partage de tâches. Les infirmiers peuvent initier ces thérapies simples si on identifie, n'est-ce pas, le besoin selon les signes vitaux ou les signes de danger. Donc, s'il y a de l'action, il faudrait que les actions soient correctes, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des bouchons rencontrés, il faudrait les surmonter. Donc, il faut entretenir l'équipement, etc. Toujours, il faut toujours se souvenir de ce principe. Il faut marcher avant de courir. Il faut mettre l'essentiel en place avant d'adresser les problèmes plus avancés. Donc, il y a des systèmes de contrôle. Est-ce que ces thérapies fonctionnent ou pas? Alors, les soins. Je vais présenter ceci rapidement. Alors, il y a des manœuvres simples, n'est-ce pas? S'il y a une voie respiratoire qui est bloquée, il faudrait changer la position du patient. Donc, si on n'est pas conscient, il faudrait que le patient soit sur le côté, pas sur le dos. Et pour l'hypoxie, on en a déjà parlé. Et il y a donc la gestion du choc. Il faudrait administrer des fluides par voie veineuse, n'est-ce pas, intraveineuse, et d'autres thérapies. Donc, un principe important pour un patient qui est critiquement malade, toute l'équipe doit intervenir. C'est une bonne raison de faire venir des spécialistes les plus formés, les plus expérimentés. Et si les patients ne répondent pas aux soins, il faudrait donc augmenter l'intensité des soins. Ainsi, on économise les ressources pour les patients stables ou qui vont mieux ou bien qui ne répondent plus aux thérapies et on décide que ce n'est plus donc une chose positive, n'est-ce pas, de continuer d'administrer les soins. Pourquoi est-ce que ces soins essentiels ne sont pas effectués? Il y a des raisons, n'est-ce pas, de base. Parfois, il y a un manque de priorité politique. Je pense que COVID change ceci. C'est une opportunité pour nous tous qui s'intéressent à ceci. Les installations sont souvent très spécialisées et donc il y a aussi donc l'accent mis sur le diagnostic. Donc, il y a aussi un aspect autre ressources, n'est-ce pas? On préfère penser, n'est-ce pas, aux situations prestigieuses, n'est-ce pas? Et puis les soins plus basiques peuvent être négligés. Donc, il y a aussi donc un manque d'ensemble spécifié aux programmes spécialisés. Donc, nous avons précisé un ensemble de soins. Il faudrait reconcevoir les services de santé, triage amélioré dès l'arrivée à l'hôpital. Il faudrait donc une station de triage, salle de ressuscitation. Il faudrait former les fournisseurs de soins. Il faudrait donc des rappels, n'est-ce pas, de soins. Il faudrait aussi faire la plaidoirie pour changer la manière dont on discute ces choses dans la santé globale. Ceci vient d'être publié. Un consensus, un projet de consensus a été effectué parmi de différents experts dans la santé globale. Vous voyez le lien. Et nous avons précisé quels sont les processus dans les soins essentiels d'urgence et ce dont les hôpitaux auront besoin pour fournir ces services. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir donc l'estimation des spécialistes dans le domaine. Et voilà donc le protocole mentionné par Raph. C'est un papier indiquant donc les signes vitaux. Alors donc les
tâche partagée pour les infirmiers, ce qu'on peut donc en faire. On a vu donc une augmentation d'action par l'équipe pour donc traiter des signes de danger, n'est-ce pas, pour réduire la mortalité pour les patients venant donc avec une tension artérielle très basse. Alors, donc, finissons par l'impact. Si nous mettons l'accent sur ces choses, dont la thérapie efficace de l'oxygène, n'est-ce pas, on peut calculer qu'on empêcherait un mort sur 10 pour sauver 500 000 vies chaque année, n'est-ce pas, dans ce contexte de pandémie. Alors, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose qui se passe à l'hôpital, mais qui pourrait avoir un impact sur les populations. Mais finissons, je reviens sur les messages de départ. Alors, il faudrait tous faire partie de ce processus pour l'augmentation de la production et la fourniture de l'oxygène. Si ceci peut être effectué, on aura fait un grand impact pendant la pandémie. Nous allons pouvoir gérer COVID, mais aussi d'autres maladies aiguës. N'oublions pas, n'est-ce pas, que c'est la livraison jusqu'aux narines du patient. Ceci est tellement important. Donc, il faut être sûr d'administrer l'oxygène au bon patient. Il faudrait pouvoir identifier le bon moment, le bon patient, la bonne quantité. Donc, il faut suivre ces protocoles et il faudrait mettre dans l'ensemble tous ces autres aspects de soins essentiels, c'est-à-dire donc les soins les plus basiques dont ces patients critiquement malades ont besoin. Voilà, donc il faut comprendre donc l'importance de l'oxygène pour sauver les vies. Merci beaucoup. Merci Raph, merci Tim. Rappel aux participants, s'il vous plaît, soumettez vos questions dans la fonction questions-réponses. On souhaite bienvenue à Robert Neighbor aussi. Parmi les patients COVID-19 avec hypoxie, quel pourcentage peuvent être gérés avec la livraison conventionnelle d'oxygène, c'est-à-dire pas plus de 15 litres par minute par rapport à d'autres méthodes mécaniques ou d'autres méthodes plus techniques. Vous pouvez peut-être nous dire ce que vous avez observé, ce que vous avez vu dans la littérature. Je pense que c'est une très bonne question et pour la meilleure réponse, je vous demande de regarder cette pyramide. Donc, il y a 5% critiques, 15% sévères, mais je pense que c'est une simplification. Je poserai cette question ainsi. Qu'est-ce qu'on doit fournir aux patients? Première chose pour assurer, la première chose, c'est assurer donc qu'on donne des soins corrects, n'est-ce pas? C'est-à-dire la thérapie d'oxygène et ceci pour tous les patients. Il est vrai que quelques patients sont trop malades pour vivre avec ces soins simplement, mais la proportion à recevoir donc les soins plus à point doivent être disponibles, n'est-ce pas? Enfin, ces traitements doivent être disponibles dans le contexte. Ceci dépend aussi de l'épidémiologie et les démographiques de la population. Donc, la réponse va différer en Europe ou aux États-Unis, où on a des patients plus âgés, ou par rapport en Afrique où l'âge moyen est 18 ans, n'est-ce pas? 5% en général ont besoin de thérapie avancée par rapport donc à la thérapie oxygène tout simplement, que ce soit par ventilateur, par CPAP. Voilà, je ne suis pas l'expert, mais pendant la pandémie, plus de tendance, n'est-ce pas, plus la tendance était ces méthodes non intubation. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient vous donner plus d'informations là-dessus. Merci. D'autres commentaires des intervenants par rapport à cette question particulière? D'accord. Question suivante. Avec la riposte, avec l'augmentation rapide d'investissement, quelles seraient donc les conséquences non imprévues? Robert, vous pouvez peut-être adresser cette question. J'ai plusieurs soucis. À travers le monde, nous avons fourni énormément
de concentrateurs d'oxygène et d'installations de producteurs, n'est-ce pas? Il est facile de trouver l'argent, mais il faut tous les systèmes de soutien nécessaires, n'est-ce pas? Pour les installations PSA, il faut quand même planifier ce que vous faites. Il faut choisir le bon site. Normalement, c'est un endroit où il faut de la ventilation, électricité stable. Il y a des hautes pressions, donc il y a des problèmes de sécurité liés à la création de ces installations. Il faudrait tout l'équipement nécessaire pour les construire. Et mon souci, c'est qu'on aura beaucoup d'installations sans l'équipement nécessaire pour les soutenir. Pareil pour les concentrateurs d'oxygène. Il y a eu énormément qui avaient été expédiés sans soutien, sans formation. Donc, si ces choses ne sont pas entretenues ou soutenues correctement, s'il y a donc une mauvaise utilisation, ceci va échouer. Et il y aura quand même beaucoup de dommages à la réputation aux concentrateurs d'oxygène dans des pays des ressources modestes. Dans le passé, c'était une ressource très stable, parfois donc la source principale. Donc, j'ai des soucis par rapport à cette question. Raph, Tim, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Je pense que je suis d'accord avec Robert par rapport à ces soucis. Je pense que la ventilation mécanique est quelque chose qui qui pourrait avoir un impact négatif parce que certaines ressources peuvent être donc dirigées vers un patient critiquement malade. Et il y a d'autres patients qui n'en ont pas. Les ventilateurs mécaniques peuvent utiliser toutes les ressources qui auraient été données à 10 ou 20 autres patients. Donc, il y a peut-être plus de membres de personnel qui doivent soutenir le ventilateur mécanique. Donc, il y a des coûts associés à l'opportunité parce que la ventilation mécanique, n'est-ce pas, va épuiser vite les ressources dans certains contextes. Raph, une question pour vous. Quelle est la barrière la plus importante par rapport à la livraison de l'oxygène jusqu'aux narines? Est-ce que vous pouvez en faire un commentaire? Très bonne question. Alors, je vais répondre ainsi. Peut-être la barrière la plus importante, c'est qu'il y a donc un échec. On ne peut pas facilement modifier ce qu'on fait. Donc, les compétences peuvent être améliorées, mais la génération et la capacité de génération de l'oxygène et la fourniture continue dans des installations de santé représentent une grande barrière. Voilà un exemple à l'hôpital Queen Elizabeth. Nous avons donc l'installation PSA qui a été mise en place l'année dernière, mais au mois de janvier, l'installation était en panne. On ne sait pas encore le problème. On a perdu beaucoup de patients en un jour parce que cette installation ne fonctionnait plus. Donc, si on fait une demande de plus d'oxygène, les gens demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec votre installation? C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Alors, vous avez l'installation sur site. Si donc on a un grand besoin, cette fourniture continue peut être touchée. Je pense que c'est un grand défi. Je peux ajouter quelque chose? Alors, un autre problème autour des installations PSA, c'est que lorsque c'est présent dans un hôpital, l'utilisation d'oxygène va doubler ou quadrupler parce que c'est disponible. Alors, souvent, donc on devient très dépendant dessus. Donc, un problème que j'ai retrouvé, la plus grande barrière par rapport à l'administration directement aux narines, c'est les régulateurs des cylindres.
Je reçois plus de questions sur les régulateurs que sur toute autre chose. Sans régulateurs qui sont robustes, solides, vous ne pouvez rien livrer de ces cylindres. Merci Robert pour ce commentaire. Merci Raph aussi. Alors, sur le sujet des PSA, Robert, avez-vous des commentaires sur les raisons les plus communes des échecs des installations de PSA? C'est quelque chose que nous avons vu. Raph vient d'en parler. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? C'est manque de capacité d'entretien. C'est souvent le cas. Ou bien accès des pièces de rechange, des pièces détachées. Donc, souvent, on installe le PSA sans avoir de programme d'entretien. Ils ont besoin de beaucoup d'entretien. Il y a de haute pression, il y a des équipements très compliqués. Donc, sans entretien, ces équipements peuvent souffrir. Beaucoup de cylindres sont remplis par des installations PSA et j'ai vu des cylindres qui étaient à 50% d'oxygène où les installations n'avaient pas été entretenues correctement. D'accord. Question suivante. Pour Raph et pour Tim, qu'est-ce qui viendrait par la suite pour EECC? Comment est-ce que vous allez concevoir le contenu pour mettre en œuvre les stratégies que vous aviez identifiées? D'accord. Actuellement, nous travaillons sur un projet qu'on appelle Poétique pour justement donc mettre en œuvre la compréhension des coûts de l'EECC dans de différents lieux pour nous aider à faire des estimations de coûts. Nous voulons comprendre aussi donc des bouchées. Nous voulons donc identifier les faiblesses dans les systèmes et il s'agit donc de faire des recherches pour adresser ces problèmes et les problèmes d'équipement, les processus chimiques et, pardon, les processus cliniques. Est-ce qu'il s'agit d'identification de soins? Voilà toutes ces questions. Donc, nous espérons avoir un programme de recherche de mise en œuvre que nous avons publié afin d'augmenter l'impact dans beaucoup de contextes où les ressources sont modestes. D'autres commentaires là-dessus avant de passer à la question suivante? Non, pas de commentaires de mon côté. Merci, Raph. Question suivante. Est-ce que vous pouvez expliquer les soucis par rapport donc au manque de machinerie standardisée et comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là? Vos commentaires? Je suis sûr que Raph aura quelques commentaires là-dessus, mais c'est effectivement un grand problème quand on parle de standards internationaux. Il paraît que ces standards ne s'appliquent pas toujours à l'équipement d'oxygène de cylindre. Les termes sont pauvres, les couleurs varient beaucoup, les prises pour l'oxygène varient beaucoup. Je ne sais pas exactement la réponse, mais les gens sur le terrain, dans beaucoup de contextes à ressources modestes, ne sont pas très soucibles ou bien ne sont pas très souples. On peut être très créatif par rapport à l'identification de solutions, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de standardisation par rapport aux prises pour l'oxygénation. Et je suis d'accord avec Robert là-dessus. Je pense que pour le moment, parce que nous avons vu d'énormes besoins d'oxygène, l'accent a été mis sur accès à oxygène. Alors, si les gens veulent faire une donation de concentrateur, la question c'est, alors il s'agit de quel type? Est-ce que notre technicien peuvent les réparer si quelque chose ne va pas bien? Donc, pour le moment, on se disait, ben, si on peut avoir l'oxygène, on en veut, mais nous n'avons pas encore fait le travail nécessaire pour la standardisation.
D'accord. D'autres questions? Et les ressources recommandées pour mieux comprendre comment utiliser les concentrateurs. Voilà, donc il y a un lien vers une ressource. Est-ce que vous voulez partager d'autres ressources par rapport à leur utilisation? D'accord. Une dernière question. Alors, parmi les patients avec une maladie sévère, combien peuvent être gérés par l'oxygène supplémentaire conventionnel par rapport à haut flux ou ventilation mécanique? Tim, je pense que vous avez donné quelques informations là-dessus et je peux aussi ajouter quelques commentaires, mais je vous demande d'adresser la question. Oui, c'est une question difficile. On veut définir, n'est-ce pas? Alors, donc, combien est-ce qu'on peut gérer? Alors, ma façon de regarder la question, c'est quelle serait la thérapie idéale pour quelques patients? Parce que nous pouvons gérer des patients de différentes façons, mais il y a des taux de mortalité qui vont varier. Alors, pour donc haut débit non invasif, c'est quelque chose pour les patients critiques et pas pour les patients sévères. Alors, donc, en règle générale, il y a des recherches, n'est-ce pas, qui s'effectuent. Voilà, donc il y a 25% qui ont besoin de quelque chose au-delà de la thérapie d'oxygène. Donc, en règle générale, nous allons manquer ces 5% si on n'applique que ceci, mais je pense que ce n'est pas toujours correct. Certains patients critiques vont survivre si on ne peut pas leur donner plus de thérapie, à part 10, 15 litres avec un masque. Nous n'aurons pas donc 100% de mortalité, donc il n'y a pas une correspondance directe entre sévère, critique et la mode de thérapie exigée. D'accord, merci Tim. Nous sommes à l'heure, donc je voudrais remercier Robert Neighbor, Raf Kazidouli et Tim Baker d'avoir participé à cette session. S'il y a d'autres questions suite à ce webinaire, s'il vous plaît, contactez-nous par les portails et nous allons donc répondre à vos questions. Nous allons vous fournir des ressources. Merci de votre temps. Vous allez retrouver un enregistrement de cette session dans le portail dans les jours à venir. Merci encore et passez une bonne journée. Merci. Au revoir.